Alors, les crises de la vie touchent chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par crise de la vie? Ces crises vont prendre différentes formes. Pour certaines personnes, il peut s'agir tout simplement de la peur d'un emploi qui va ébranler le sentiment de sécurité et la confiance en l'avenir. Et cette situation peut provoquer un sentiment de perte de valeur personnelle, de désorientation, parce que finalement notre identité est souvent étroitement liée à notre travail. Par exemple, pour les femmes qui sont, ou les hommes qui sont papa ou maman au foyer, ça va être le moment où l'enfant part. On appelle d'ailleurs le syndrome du nid vide. Et donc finalement, la perte de ce statut social et donc dans le cas d'un emploi, de la stabilité financière peut vraiment venir donner des niveaux de stress élevés et des niveaux d'anxiété. Il y aura d'autres moments de crise comme une maladie grave. En fait, qu'elle soit personnelle ou que cela soit celle d'un proche, la crise face à la maladie grave nous met aussi à l'épreuve de manière physique et mentale. Et faire face à une maladie peut générer un profond sentiment d'impuissance et de peur de l'inconnu. Et le processus de guérison ou d'accompagnement d'un être cher dans sa maladie demande aussi une adaptation constante et un soutien émotionnel intense qui peut être souvent épuisant. Le deuil également. La perte d'un être cher, c'est une des expériences les plus douloureuses que l'on puisse vivre, parce que ça nous confronte à notre propre mortalité, au sens de notre existence. Et le processus de deuil est complexe et il peut passer par différentes phases. Chacune de ces phases va impacter notre psyché de manière différente et va nécessiter un travail pour pouvoir avancer. Et donc voici des exemples variés. Et dans ces exemples variés, il faut savoir qu'ils ont tous un point commun. Ils bouleversent notre quotidien. Et du coup, ça nous force aussi à nous adapter à de nouvelles réalités. Et l'impact émotionnel de ces crises est souvent profond. Ça peut provoquer un sentiment de perte, d'incertitude et de vulnérabilité. Sur le plan psychologique, ça peut entraîner du stress, de l'anxiété, voire même un sentiment de dépression, un état dépressif. La théorie d'ailleurs du stress et de l'adaptation de Lazarus et Folkman nous aide à comprendre comment on réagit face à ces situations. Selon eux, notre réaction dépend de notre évaluation de l'événement, mais aussi de nos ressources pour y faire face. Si nous percevons la crise comme une menace qui dépasse nos capacités à la gérer, nous sommes plus susceptibles de ressentir du stress intense. À l'inverse, si nous percevons que nous avons les ressources nécessaires pour faire face, même si l'événement est difficile, nous pouvons éprouver un stress plus modéré et développer des stratégies d'adaptation plus efficaces. De plus, les crises de la vie peuvent également affecter notre système de croyances et notre vision du monde. Et ces événements peuvent aussi donc du coup ébranler notre sentiment de sécurité et remettre en question nos croyances fondamentales sur le monde, sur la vie et sur nous-mêmes. Mais au-delà de la difficulté, de la douleur, ces crises peuvent aussi devenir des catalyseurs de transformation et de croissance personnelle. J'en ai parlé dernièrement dans mes derniers épisodes. Et par exemple, la psychologie positive, notamment à travers les travaux de Seligman, nous montre que la résilience, c'est-à-dire notre capacité à rebondir après une adversité, peut être renforcée aussi par ces expériences. Parce qu'elles vont nous pousser à reconsidérer, à redéfinir nos priorités et à développer également de nouvelles compétences. Les crises de la vie ont donc des répercussions profondes et durables sur notre perception de nous-mêmes, mais aussi de notre environnement. Elles vont bouleverser notre équilibre intérieur et nous forcer à redéfinir notre identité. Et également nos relations avec le monde qui nous entoure. Alors, l'idée, c'est de comprendre que lorsque vous traversez une crise, la perception de nous-mêmes est souvent mise à rude épreuve, est vraiment mise à l'épreuve.
Par exemple, on reprend sur la perte d'un emploi. Ça va abîmer notre confiance en nous, parce que notre travail est notre source majeure de l'identité. Ça va ébranler aussi notre estime de soi. Et puis la perte d'un emploi peut aussi nous faire sentir inutiles, inadéquats, mais remettre également en question nos valeurs personnelles, notre valeur personnelle. Et donc ça peut aussi se traduire par un regard plus critique et plus négatif sur soi. Pareil, une maladie grave, la perception de nous-mêmes peut aussi être profondément affectée. La maladie peut nous faire sentir fragiles, vulnérables et altérer notre image corporelle, notre confiance en notre corps. Le deuil, quant à lui, peut engendrer un sentiment de désorientation, de perte de sens. Et ça nous oblige à réévaluer notre place dans le monde et les relations qui nous sont chères. Ces crises modifient également notre perception de l'environnement. Ce qui était autrefois un cadre stable et sécurisant peut devenir aussi une source d'anxiété et d'incertitude. Et d'ailleurs, la théorie de la dissonance cognitive nous montre que lorsque nos croyances et nos perceptions sont confrontées à des réalités contradictoires, cela crée une tension psychologique que nous cherchons à réduire. Par exemple, si on pense que, si nous croyons plutôt en un monde juste et que nous subissons une injustice flagrante, cela peut nous pousser à réévaluer nos croyances et ajuster notre vision du monde pour retrouver un sentiment de cohérence. Seulement, les crises de la vie ne sont pas seulement et uniquement des sources de douleur. Elles peuvent également catalyser une transformation personnelle, apporter une adaptation positive. Par exemple, le concept de croissance post-traumatique suggère que les individus peuvent connaître un développement personnel significatif à la suite de cette crise. Et ce développement peut se manifester par une appréciation accrue de la vie, des relations plus profondes, une plus grande force personnelle et la découverte de nouvelles possibilités ainsi qu'un enrichissement spirituel. Et donc l'adaptation à ces nouvelles réalités nécessite un processus de réévaluation et de restructuration cognitive. Par exemple, face à une perte d'emploi, une personne peut découvrir de nouvelles passions ou talents, réorienter sa carrière vers quelque chose de plus aligné avec ses valeurs et aspirations profondes. Et l'adaptation psychologique à une crise implique également l'utilisation de mécanismes de coping. Ces mécanismes peuvent être axés sur le problème où l'individu cherche activement des solutions pour surmonter la crise ou axés sur l'émotion. Et donc l'individu va chercher à gérer ses émotions face à la situation. Par exemple, après un deuil, certains peuvent trouver du réconfort dans le soutien social et les rituels de deuil, tandis que d'autres peuvent chercher à se distraire pour atténuer la douleur émotionnelle. Donc lorsqu'une crise survient, elle n'affecte pas que l'individu. Quand on est en couple, elle affecte également la dynamique du couple. Et les crises peuvent mettre à l'épreuve les fondations même de la relation. Mais ça peut aussi révéler la qualité de la communication et les interactions entre les partenaires. Les crises de vie peuvent provoquer des changements significatifs dans la manière dont les couples communiquent et interagissent. Par exemple, face à une situation difficile, certains couples peuvent éprouver des difficultés à exprimer leurs émotions et leurs besoins. La communication peut donc devenir plus tendue et moins efficace, et ça va entraîner des malentendus, des frustrations. En revanche, certains couples peuvent voir leur communication s'améliorer face à une crise. Et la nécessité de faire face ensemble à ces défis peut encourager une ouverture et une honnêteté accrue. Les partenaires peuvent apprendre à mieux s'écouter, à être plus emphatiques et à renforcer leur soutien mutuel. Les crises peuvent également avoir des effets variés sur les conflits au sein du couple. Par exemple, pour certains, le stress et la pression va exacerber les tensions existantes et ça va mener à une augmentation des conflits. Les désaccords vont devenir de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Et souvent, en raison de frustrations accumulées et de l'incapacité à gérer le stress de manière constructive.
Pour d'autres couples, oui, tout à fait, les crises peuvent renforcer les liens. Et traverser des épreuves ensemble peut créer un sentiment d'unité et de solidarité. La conscience partagée de la fragilité de la vie peut inciter les partenaires à apprécier davantage leur relation et à travailler activement pour la préserver et la renforcer. Il faut savoir que tout n'est pas tout blanc ou tout rose. Je donne des exemples opposés, mais bien évidemment, pour certaines personnes ou pour certains couples, ça va être des va-et-vient aussi dans ces deux attitudes. Et c'est OK. Et c'est pour ça qu'à certains moments, ça peut être intéressant également de se faire accompagner. Les crises de la vie ont vraiment le pouvoir de transformer profondément notre vision de la relation, de redéfinir nos attentes et nos besoins envers soi, envers la vie, envers notre partenaire. Et lorsqu'on traverse des périodes de turbulence, nos priorités changent, nos valeurs évoluent et ça impacte la dynamique de la relation de couple. Donc lorsqu'une crise survient, nos attentes envers notre partenaire peut se modifier radicalement. Dans les moments de vulnérabilité, on va rechercher souvent plus de soutien émotionnel et de réassurance. Par exemple, face à une maladie grave, nous pouvons attendre de notre partenaire qu'il soit un pilier de force et de confort, capable de nous soutenir moralement et physiquement. Nos besoins de communication, d'affection, de compréhension peuvent devenir plus prononcés. Et nous pouvons espérer que notre partenaire soit plus attentif et présent. Mais à l'inverse, nos attentes peuvent aussi inclure une plus grande autonomie. C'est-à-dire que certaines personnes, lorsqu'ils sont confrontés à la crise, peuvent avoir besoin de plus d'espace personnel pour traiter leurs émotions et réfléchir. C'est souvent le cas aussi chez les personnes hypersensibles. Et dans ce cas, on va attendre que le partenaire respecte cette nécessité de distance temporaire sans interpréter cela comme un rejet ou un désintérêt. Les crises obligent souvent à une réévaluation de notre priorité, de nos valeurs. Ce qui était autrefois important peut devenir secondaire et de nouveaux aspects peuvent émerger comme essentiels. Et donc dans une relation de couple, cette réévaluation peut mener à des changements significatifs. Les partenaires peuvent vraiment décider de passer plus de temps ensemble, de s'engager dans des activités qui renforcent leur connexion et leur complicité. Ou alors pour certains, ça sera de prioriser leur santé et leur bonheur mutuel sur des objectifs qui vont être matériels ou professionnels. Et donc les valeurs de soutien mutuel, de loyauté, de compassion peuvent prendre une place plus importante dans la relation. Les crises peuvent également inciter les couples à revisiter leur engagement, à renouveler leurs promesses l'un envers l'autre, ou au contraire, à choisir d'arrêter la relation. C'est un cheminement qui est aussi personnel qu'à deux, même la séparation. Et puis donc aussi les crises peuvent permettre de redécouvrir des aspects oubliés de la relation et de décider également de les favoriser davantage, ces aspects qui sont oubliés. Donc les crises de la vie redéfinissent non seulement ce que nous attendons de notre partenaire, nos besoins, mais elles modifient aussi nos priorités et nos valeurs au sein de la relation, mais également pour soi-même. Lorsqu'on traverse des crises, on découvre souvent en nous-mêmes et dans nos relations une capacité de résilience insoupçonnée. La résilience, c'est vraiment cette aptitude à rebondir après une épreuve, à se reconstruire malgré les difficultés. Et les crises de la vie nous poussent à développer de nouvelles compétences relationnelles, à renforcer notre empathie et notre compréhension mutuelle. Lorsqu'on est face à une crise, on est souvent contraint de sortir de notre zone de confort, de trouver de nouvelles manières de communiquer et d'interagir avec notre partenaire. Et ces périodes difficiles peuvent nous apprendre à mieux exprimer nos émotions et nos besoins, à écouter plus attentivement et à être plus présent pour l'autre. Par exemple, une crise financière peut obliger les partenaires à discuter ouvertement de leurs inquiétudes et à trouver ensemble des solutions. Et cette situation peut renforcer la capacité à collaborer, à prendre des décisions conjointes,
à gérer les tensions de manière constructive. Et lorsqu'on apprend à faire ce travail ensemble, alors les couples peuvent vraiment développer une plus grande résilience relationnelle. Les crises nous confrontent également à des expériences et des émotions que nous n'aurions peut-être pas jamais envisagées autrement. Et cette confrontation peut aussi profondément renforcer notre empathie. Cette capacité à ressentir et à comprendre les émotions de l'autre. Et en partageant les épreuves, les partenaires peuvent donc développer une compréhension plus profonde de leurs sentiments et de leurs réactions respectives. Cette empathie accrue peut se traduire par une plus grande patience, une meilleure tolérance aux différences, une volonté d'accepter l'autre tel qu'il est, et aussi la volonté de soutenir l'autre dans les moments difficiles. Prenons un exemple de Marie et Julien, parce que lorsque Julien a perdu un parent, Marie a dû apprendre à être présente pour lui de manière nouvelle et plus intense. Et cette expérience a renforcé leur connexion émotionnelle, parce que Marie a pu ressentir et comprendre la douleur de Julien, et Julien a pu apprécier le soutien inconditionnel de Marie. Et c'est cette empathie mutuelle qui a enrichi leur relation, en la rendant plus solide et plus résiliente. En comprenant mieux les défis et les émotions de notre partenaire, nous pouvons mieux anticiper ses besoins. Et puis, on ouvre la communication aussi aux besoins, pour y répondre de manière plus appropriée. Cette compréhension mutuelle contribue à créer un environnement relationnel plus sûr et plus nourrissant. Donc les crises de la vie, bien qu'elles soient souvent douloureuses, elles offrent aussi des opportunités vraiment uniques de développement personnel et relationnel. Elles nous poussent à développer de nouvelles compétences relationnelles, à renforcer notre empathie, notre compréhension mutuelle. Il est essentiel de reconnaître et de prendre conscience de l'impact des crises sur notre relation. La prise de conscience est le premier pas vers la transformation. En étant attentif aux changements dans votre comportement, dans vos attentes, dans vos besoins, vous pouvez mieux comprendre comment les crises vous affectent et comment vous pouvez y répondre de manière constructive. La réflexion personnelle est tout aussi importante parce qu'elle nous permet de faire le point sur vos expériences, de tirer des leçons de vos épreuves et de développer une vision plus claire de ce que vous voulez pour votre relation. Et donc prendre le temps de réfléchir ensemble, en couple, peut renforcer votre connexion et votre engagement mutuel. Donc je vous encourage vivement à prendre un moment pour réfléchir aux crises que vous avez traversées dans votre vie et à la manière dont elles ont influencé votre relation. Observez les changements dans votre communication, vos interactions, vos attentes, vos priorités. Prenez du recul pour comprendre comment vous et votre partenaire avez réagi à ces défis et qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences. Par exemple, pour faciliter cette réflexion, demandez-vous qu'est-ce qui a changé dans notre manière de communiquer et d'interagir. Comment avons-nous ajusté nos priorités et nos valeurs? Et quelles sont les compétences, par exemple, que nous avons développées? En prenant le temps de discuter de ces questions, vous pouvez renforcer votre compréhension mutuelle, votre empathie et votre connexion émotionnelle. Ces discussions peuvent également vous aider à préparer votre relation pour faire face à de futures crises avec une résilience accrue. Les crises de la vie, bien qu'elles soient éprouvantes, peuvent devenir des opportunités de croissance. En prenant conscience de leur impact, je ne le dirai jamais assez, vous allez réfléchir à vos expériences. En essayant de dialoguer ouvertement avec votre partenaire, vous pouvez transformer ces défis en une source de résilience et de profondeur. Maintenant, si vous êtes prêt à vivre cette relation sereine et épanouie, ou à transformer, à réparer même votre dynamique de couple, je peux vous aider. Rendez-vous sur mon site internet www.celinedomecq.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Je vous guiderai sur la meilleure formule de mes accompagnements. Donc si vous voulez apporter du changement, avoir des solutions dans votre relation de couple, c'est un processus qui a déjà accompagné des milliers de personnes, alors prenez le temps. À très bientôt!